Et bonjour à tous, donc vous écoutez Onde Rebelle avec XR. Donc après une longue trêve estivale, nous sommes ravis de vous retrouver. Et on est parti. Onde rebelle. Onde rebelle. Onde rebelle. Sorry, my French is terrible. Désolé, mon français est mauvais. Onde rebelle. On va commencer peut-être sans plus attendre par faire une petite météo. Aujourd'hui nous sommes le 1er novembre 2020. Et voilà, c'est la météo du tour de table, le fameux tour de table. On va commencer peut-être par toi, Sarah, vas-y. Bonjour, oui, météo du jour, donc voilà, c'est dimanche. On est dans cette période de pré-confinement, de reconfinement, de presque confinement. Ça va, c'est un peu lourd, mais ça va bien. J'ai passé un été plutôt sympa, donc voilà. Cool. Zazou. Alors, bonjour à tous, à toutes. Moi, ça va bien. Effectivement, la période est difficile malgré tout. Et puis, on vit et on apprend à vivre avec et sans tout ce qu'on avait l'habitude d'avoir avant. C'est clair. Colin, moi ça va plutôt bien. Je suis un peu fatigué, j'ai un peu mal au dos, mais c'est parce que j'ai fait un peu des folies dans la salle de grimpe la semaine passée, donc je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Voilà. Ça roule. Et ben moi, donc Julien, toujours là pour... c'est le 1er novembre, premier jour de Movember, donc rasé à blanc. Et puis, c'est parti pour cette nouvelle émission donc, de Onde Rebelle. Et puis, on est ravis de nous retrouver. Donc, depuis qu'on s'est quitté cet été, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, des choses qui forcément impactent notre podcast. Donc, la vie locale et la vie nationale, voire même internationale. Et pas forcément des événements toujours très joyeux, parfois un peu malheureux. Donc, sans plus attendre, peut-être qu'on peut aujourd'hui, maintenant, parler de l'actualité. Donc, de l'actualité... Avant peut-être d'aborder le sujet de l'actualité, on va peut-être rappeler l'agenda du podcast. Donc aujourd'hui, on va évidemment vous parler de l'actu, de ce qui s'est passé ces derniers temps. Ça fait un moment que on n'avait pas abordé, donc on va peut-être faire un rattrapage dans le temps. On va peut-être remonter sur des choses qui ont quelques semaines, voire quelques mois. Mais bon, on estimait que ça était nécessaire. Ensuite, donc Sarah viendra nous parler de science-fiction sur un sujet. Tu veux peut-être nous... l'annoncer. Je vais parler du phytoplancton, donc les micro-algues qui se trouvent à la surface des océans. Nickel. Donc, ensuite, il y a Zazou qui va venir nous parler qui va nous faire sa carte blanche, qui sera... Exactement, entre doute et conviction. Ça marche. Ensuite, Colin, donc tu vas nous rappeler un peu le concept des écosophes et tu vas aussi nous parler d'autres choses. Oui, en fait, ça fait tout aussi longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'écosophie. Et là, aujourd'hui, on va parler un petit peu de fiction, en particulier de fiction post-apocalyptique, des fictions catastrophes. La question, c'est pourquoi se faire du bien ? Peut-on se faire du bien en regardant des fictions catastrophes ? Parfait. Et du coup, moi, je rebondirai peut-être sur ça avec... ma chronique qui sera le petit truc en plus. Voilà, des sortes de recommandations à la fin de l'émission. Et je pense qu'après être passé au travers de tout ça, on n'aura plus qu'à faire la météo de fin de podcast et puis à dire à tout le monde à la semaine prochaine. Voilà. Donc sans plus attendre, on est parti sur les actualités. Donc les actualités, on va peut-être commencer à un niveau local, voire régional, pour parler de l'actualité XR. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu cet été ? Il y a eu Berne. Exactement. Donc, il y a eu le Rise Up for Change à Berne. Donc, c'était du 19 au 25. C'était quand les dates ? Sauf erreur, oui. Voilà. Du vendredi à la nuit du mardi au mercredi, sauf erreur. Je crois que les dates officielles, me semble-t-il, c'était du 20 au 25. Théoriquement, du dimanche à la fin de la semaine, mais on n'a pas pu rester jusqu'à la fin de la semaine. Ouais. Donc, est-ce que quelqu'un veut expliquer ce qui s'est passé ? Donc, on a pu voir une action assez surprise à Berne, donc une occupation de la place fédérale par des activistes. The square we are here is quite special. We have a concentration of power with the big banks, the National Bank of Switzerland, the Federal
building just behind me, and Credit Suisse was also here. And it's obvious that they have failed in taking the right measures to fight the climate crisis. Aujourd'hui, on est face à vraiment un risque énorme et imminent. Et il faut que des mesures soient prises maintenant si on veut encore qu'il y ait un futur pour nos enfants. Et maintenant, c'est maintenant, aujourd'hui. C'est pas demain, c'est pas dans un an. Il y a eu pas mal de couvertures dans les médias, donc des réactions de personnalités politiques, des positionnements sur l'écologie. Colin, tu y étais ? Oui, moi j'y étais, c'est vrai, j'ai participé à l'occupation de la place qui était absolument fantastique. En fait, il y a une vidéo d'ailleurs qu'on peut voir sur la chaîne et sur le site de XR en général. Il faut savoir qu'on était plus de 300 à arriver la veille. On est resté sur place et on a débarqué sur la place fédérale à 4h30 du matin, qui était l'heure la plus. Donc tout le monde s'est réveillé très très tôt pour aller occuper cette place. Et c'était absolument phénoménal en fait. Il y avait 4 collectifs impliqués, la grève du climat, le collectif pour la justice climatique, Break Free, et puis évidemment Extinction Rébellion. Et on est arrivé à 4h30, on a commencé à occuper cette place. Il y avait des bottes de foin, on avait un soutien aussi des paysans. Par rapport sur cette action. Et puis en fait la première occupation s'est passée de manière extrêmement pacifique. On s'est mis, on était dans des armlocks. Moi j'étais bloqueur, donc on était vraiment très bien encadré aussi par nos anges gardiens et tout. Et au bout de 2-3 heures, les chapiteaux étaient construits, les tentes étaient construites, etc. Le but était vraiment de tenir une sorte de, non pas de festival pour le coup, mais d'occupation de place. La place fédérale est une place hautement symbolique, et l'idée, le désir, c'était surtout de faire entendre nos revendications au Parlement. Après on dira oui, bon, c'est une place publique, est-ce que c'était vraiment une occupation? Qu'est-ce qu'il y avait de désobéissant là-dedans? Il faut savoir que pendant la tenue des sessions parlementaires, on n'a pas le droit d'être sur la place fédérale. Et là, on était plus de 300 tout d'un coup sur cette place à bloquer l'espace. Et puis ensuite, il y a des choses magnifiques qui sont mises en place, un campement évidemment, et puis surtout un exercice au long cours de gouvernance horizontale. Moi, c'est ça qui m'a le plus impressionné, c'était la capacité des gens qui étaient là. Tout le monde était crevé, il y avait beaucoup de pression, beaucoup de tension sur cette place. On ne savait pas si on allait être délogé ou pas, on ne savait pas dans quel laps de temps est-ce qu'il allait falloir qu'on court, se remettre dans nos armlocks. Et pendant tout ce temps-là, on avait une plénière continue qui se tenait, un plénum continu qui se tenait avec tous les collectifs pour prendre des décisions en fonction de l'avancée de l'occupation de la place et en fonction de l'avancée aussi de nos revendications auprès du Parlement. Et puis le dernier jour, donc le mardi, il y a tout de suite eu une motion d'ordre qui a été adoptée par le Parlement pour demander à la ville de Berne de nous expulser. Motion qui, à partir de là, en fait, il y a eu une négociation avec la ville de Berne, avec M. Grafenried en particulier, qui est l'élu vert de Berne. Donc c'était un petit peu tendu. Diplomatiquement, c'était très 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 délicat. Et en fait, le mardi soir, on a été démantelé pendant la nuit de mardi à mercredi. On a été démantelé par la police. Mais entre deux, il y a plein de choses magnifiques qui sont tenues, des moments de convivialité superbes, une manifestation de personnes pro-migrantes qui a été accueillie aussi sur la place, parce qu'ils étaient très très sévèrement réprimés par la police à quelques centaines de mètres de là où on était. Donc aussi un soutien collectif à tous les collectifs qui faisait plaisir à voir. Ouais. Bien sûr. Et du coup, ce qu'on a pu voir aussi, comme tu l'as dit, c'était ces images impressionnantes d'une place totalement occupée en quelques minutes, et puis ensuite en quelques heures, c'était complètement habité même. Et ce qu'on a pu voir ensuite très vite, c'est les réactions, comme j'ai dit, des personnalités politiques, voire des lobbyistes, voire des... Et là, c'était aussi intéressant de voir des personnes qui sortent un peu du bois pour se mettre en avant ou pour défendre une position qui est peut-être la leur, mais qui permet clairement de se positionner. C'était quelque chose qui était un peu dommage parfois quand on voit leur positionnement, mais était nécessaire sûrement. Oui, il y a une votation qui a été assez incroyable, plus sur la décision du Parlement
de démanteler ou pas la place fédérale. Ça s'est joué à peu de voix finalement. Ça s'est joué à très très peu de voix en fait. C'est vrai que je crois qu'il y avait 83 voix contre la motion, c'est-à-dire 83 voix pour nous laisser, pour être d'accord de nous laisser sur la place, et approximativement un peu plus d'une centaine de voix en faveur de cette motion, donc en faveur de la motion d'ordre, donc pour nous expulser de la place. Mais là où c'est très intéressant, c'est qu'en fait on a à quelque part aussi forcé la polarisation politique, la polarisation des membres du Parlement, dont certains sont d'ailleurs venus aussi après à notre rencontre. Il y avait une délégation menée par Roger Nordman du Parti Socialiste qui est venu mardi en fin d'après-midi pour discuter justement avec l'ensemble des collectifs, et la discussion en fait s'est tenue justement sous la tente principale de la place. Donc le début d'un dialogue a été amorcé. Autre actualité, ça a été, ou plutôt actualité future pour les actions. Ça va être donc le 12 novembre. Il y aura la relance de la grève pour l'avenir. Est-ce que quelqu'un veut en dire un mot ? Je sais qu'il y aura aussi le 13 novembre une action donc, qui s'appelle Game Over pour les prédateurs. Donc 2 actions qui n'ont pas encore eu lieu à l'heure où on parle. Et Tout est très mystérieux pour l'instant. Exactement. Donc tout reste mystérieux, mais on verra d'ici là comment ça va se passer. Alors, petite précision peut-être pour le 12 novembre, c'est la relance de la grève pour l'avenir. C'est la plénière, en fait, qui vise à relancer la grève pour l'avenir, qui a été initiée par la grève du climat, Vaud. Donc, le rendez-vous pour les personnes qui sont intéressées à participer à la réorganisation de cette grève pour l'avenir, c'est le jeudi 12 novembre à 19h. Voilà, retenez-le, on n'a pas encore de lieu, mais retenez l'heure si jamais vous souhaitez participer à cette remise sur les rails de la grève de l'avenir. On parlait de l'occupation de lieux. Peut-être qu'on va parler de la ZAD. Oui, effectivement, la première ZAD de Suisse au Mormont. Donc, ce sont des militants qui occupent un site naturel près des Clépans, dans le but de protéger un écosystème menacé par le cimentier Holcim, qui souhaite y étendre une carrière. J'y suis allée un après-midi, et c'est vrai que je ne connaissais pas l'endroit moi-même. Alors, l'endroit est magnifique, effectivement. Et puis, j'ai marché en compagnie de 2 autres rebelles jusqu'à la carrière, et ce trou béant est simplement impressionnant. Dans toute cette nature, c'était très étrange en fait, vraiment. Et donc là, ils y sont depuis combien de temps à peu près ? 2 semaines, je pense déjà. 2 semaines. Parce que c'est le groupe Orchidée, sauf erreur, parce qu'il y a plein d'orchidées sauvages en fait dans les alentours. Voilà. Et puis donc Holcim, parce qu'en fait, on estime que chaque 1000 kilos de ciment produit, environ 900 kg de CO2 sont émis dans l'environnement, et le ciment seul est responsable d'environ 5% de l'ensemble des émissions mondiales de CO2. Dans le processus de fabrication du ciment, la chaleur nécessaire pour traiter le calcaire est stupéfiante, soit 1500 degrés Celsius. Donc ils vont tenir bon. Bien sûr, et on les soutient pleinement. Exact. Et à peu près combien de personnes il y a sur place ? Alors, je pense que le noyau est environ d'une dizaine de personnes, mais continuellement, il y a toutes sortes de personnes qui viennent les soutenir, amener de quoi manger, se réchauffer. Il y a des gens du village qui sont très impliqués, qui viennent les soutenir. Donc, il y a beaucoup de va-et-vient aussi, en fait. Exactement. Et pour ajouter donc sur ces personnes qui viennent soutenir, je sais que Loz Antenna potentiellement prévoit d'y aller pour faire peut-être un live stream. Donc on va suivre ça de très près, voir comment ça se passe. Sur le sujet des actions, il y a eu en fait un procès qui a eu lieu suite à des actions. Donc c'est le procès Crédit Suisse. Et puis donc en particulier, il y a eu au niveau des actualités, les condamnations en 2e instance, donc des personnes qui étaient allées faire une action au sein une action somme toute assez légère au sein d'une agence de Crédit Suisse, où ils interpellaient en particulier Roger Federer sur le positionnement de la banque sur les activités fossiles, voilà.
Roger, wake up. Exactement. Donc, évidemment, on les soutient toujours. Et puis, on invite toujours Roger à se réveiller par rapport à ça. Nous avons déposé, je ne sais plus quel jour c'était, nous sommes allés déposer à l'agence du Crédit Suisse à Lausanne, à la rue de Bourg, des lettres, en fait, s'adressant à Roger Federer. Voilà. Parfait. Espérons qu'ils nous entendent. Exactement. Nous n'avons pas de retour, sauf erreur. Ah, voilà, il est très occupé. Je pense que... Certainement. Je pense qu'il doit se débattre avec sa conscience. Donc, autre sujet local, ça va être le sujet des votations. Et en particulier, donc, la votation sur les multinationales responsables. On a pu voir fleurir un peu partout. Donc, je sais qu'à Lausanne, c'est assez visible, des petits drapeaux sur tous les balcons, des drapeaux orange. Donc, multinationales responsables. Il s'agit donc d'essayer de responsabiliser donc, les multinationales et puis de les rendre responsables. Et à l'étranger. Exactement, c'est ça, oui, de les rendre responsables sur ce qu'elles font partout à l'étranger et donc attaquables localement, là où elles ont leur siège. Donc voilà, donc on invite tout le monde à se rendre aux urnes pour donner leur avis sur ce sujet. Ce qu'on sait souvent pas suffisamment, parce qu'on sait que la Suisse est une grande place financière, mais on ne sait pas tellement que c'est aussi une énorme plaque tournante du commerce mondial des matières premières notamment, et qu'il y a énormément d'entreprises qui ont leur siège en Suisse, qui sont extrêmement discrètes et qui font un commerce... en fait, le commerce passe dans une grande mesure en Suisse sans que les matières elles-mêmes transitent en Suisse, mais par exemple pour le pétrole, je crois que c'est 30% à peu près de tout le commerce qui passe d'une manière ou d'une autre par la Suisse. Donc c'est effectivement une votation extrêmement importante. Et puis, alors j'ai vu récemment à ce sujet, donc un parti politique, je crois, avait mis ça en parallèle avec les PME suisses qui seraient totalement... prise dedans, oui, ce qui n'est pas le cas parce que je comprenais pas très bien la logique. Ils lançaient un chiffre de 80 000 PME, alors que c'est Lisa Amazon qui disait que non, c'était très peu d'entreprises PME qui seraient touchées par ceci. C'est ce qui me semble. Bon, voilà, j'ai pas eu l'impression que cette initiative allait forcément à l'encontre des PME, mais voilà, donc c'est assez curieux de voir parfois certains partis, on va dire, utiliser des ressorts qui peut-être sont pas pertinents. Ce qui était étonnant lors de l'émission Frères Rouges, c'est Karine Keller-Sutter qui montrait l'inquiétude de ne pas faire cavalier seul dans une décision qui serait unique en son genre, et puis que la Suisse ne pouvait pas l'entreprendre elle-même et faire cavalier seul. Ouh là là. N'est-ce pas? pas? Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas pionnier? Mais alors... Pour une fois, tiens, ça serait très intéressant. C'était très intéressant d'ailleurs. Après, il y a toujours eu la question économique, évidemment. Le Covid a été mentionné, donc... les partis pour l'initiative trouvaient indécent de parler du Covid, vu que cette initiative a été lancée en 2016 déjà, et puis que les difficultés, les activités affreuses qui ont cours dans certains pays datent depuis très longtemps, évidemment, et tout le monde le sait. On peut peut-être vous renvoyer à pas mal de publications qui ont été faites par Publicae à ce sujet et qui aident pas mal à se faire une idée de toutes ces activités de par le monde qui peuvent être dommageables et dont on ne se rend pas forcément compte. Donc, sujet, en parlant d'actualité de par le monde, évidemment, donc, on avait abordé, donc, pour ceux qui sont vraiment auditeurs... expert de Ondes Rebelles, exactement, assidu. On avait parlé donc de la question des gels du permafrost. On avait parlé de l'augmentation des températures et ce qu'on a pu voir cet été, un peu en écho avec ça, c'est ce qui s'est passé. Ça fait surtout écho à ce qui s'est passé en Australie l'an dernier. Mm-hmm. Donc ça a été en Amazonie, ça a continué de brûler. La Californie maintenant. Exactement, ça a été en Californie. On a tous vu, on a tous en tête. Les images apocalyptiques. Mm-hmm. Complètement, voilà, pour faire écho à ce que... faire le lien pour tout à l'heure. Exactement, à ton passage tout à l'heure. Donc, de cette image des flammes, du ciel orange, etc. Est-ce que quelqu'un a une réaction par rapport à ça ou...
Oui, les feux, on sait, ils augmentent un peu partout, ils tournent un peu autour de la planète, et il y en a de plus en plus, les conditions sont de plus en plus favorables, plus il y a de sécheresse, plus il y a de feux, et ce qu'on sait peu, c'est à quel point c'est toxique de façon générale, c'est-à-dire pas seulement sur place où ça se passe, évidemment, avec les fumées, mais ensuite ça envoie des particules dans l'atmosphère qui se répandent partout et qui sont extrêmement toxiques pour la santé humaine et animale, donc c'est aussi ce genre de choses-là qu'il faut bien mesurer. À force qu'il y ait des énormes feux, ces particules ne s'évacuent pas non plus au rythme où elles le feraient s'il y en avait moins. C'est un vrai problème et ça rajoute non seulement du CO2 dans l'atmosphère et donc un moteur du changement climatique, mais ça... Et en sachant qu'il y a le Covid et des maladies comme ça qui traînent, on est justement beaucoup plus, avec des particules pareilles, on est beaucoup plus vulnérable à des maladies telles que le Covid, qui prend vite des formes très graves dès qu'on a un peu de problèmes de des santé. Branches. Voilà. C'est sûr. Ouais, je me demandais si Sarah ou l'un d'entre vous savait la portée en kilomètres de ces particules, en fait, depuis la Californie, par exemple, jusqu'où est-ce qu'on a pu mesurer. Mm-hmm. En tout cas, pour ce que je sais, j'avais interrogé un expert sur les feux, notamment en Australie. Donc, certains de ces feux qui sont tellement violents vont beaucoup plus haut que d'autres feux, dans des espèces de tornades comme ça. Enfin, c'est pas les mots scientifiques, mais ça monte très haut. Et suivant les courants, l'ennui, c'est qu'ils sont dispersés. Alors, en partie localement, mais en partie aussi beaucoup plus loin. Notamment, ils vont, pour ce qui est des feux en Sibérie, par exemple, ils vont en Arctique, ils se déposent sur la glace. C'est des particules foncées qui augmentent la rapidité du réchauffement, mais aussi de la fonte des glaces. Et puis ensuite, cet expert me racontait qu'effectivement, on a des particules qui se répandent, alors qui se diluent, mais qui se répandent quand même tout autour de la Terre. Donc on est facilement touché par des particules de feu, même quand on n'est pas tout proche des zones concernées. Réjouissant. Ouais. Non, mais et puis moi, ma réaction par rapport à ça, c'était que on pourrait croire que ça arrive que ailleurs, que dans des endroits qui sont gouvernés par des gens assez curieux. Peu scrupuleux. Voilà, qu'on parle du Brésil ou qu'on parle des États-Unis. Mais bon, je pense que ce serait un dangereux raccourci de croire qu'on est à l'abri. En Europe, ces derniers étés, on a eu des étés extrêmement chauds. J'ai l'impression que ça pourrait se produire, en fait, un méga feu en Europe. Mais d'ailleurs, le bassin méditerranéen, il est très concerné. Il y a des feux qui vont, ils vont certainement augmenter. J'ai même lu quelque chose récemment, alors il faudrait vérifier, mais que le Valais pourrait être, avec une certaine dose de sécheresse, devenir beaucoup plus candidat à des feux aussi. Mais ça, c'est à vérifier. D'où la nécessité, en fait, d'essayer un peu de changer tout ça et puis d'enrayer ces grosses chaleurs et ce CO2 qui augmente. Et voilà. Par rapport à ça, donc il y a encore quelques événements dont on doit parler. Le 8 et 15 novembre, il y a les prochains Outreach. A priori, ils auront lieu. Il y aura peut-être des annulations par rapport à la situation sanitaire. Ça, on ne sait pas encore comment le canton de Vaud va gérer ça. Pareil, là, on est encore à un horizon un peu plus loin. Je sais que c'est compliqué de se projeter en ce moment, mais il y aura la prochaine régée d'hiver qui aura lieu le 7 janvier. Donc ça paraît loin, mais ça va venir très vite. Évidemment, on vous tiendra au courant de ces actualités et pour essayer de voir d'ici aux prochaines émissions comment ça se passe. Là, on peut passer donc au prochain sujet. Donc pour faire, on va rebondir sur le sujet dont on parlait tout à l'heure en parlant donc de science et de nature, donc c'est à toi. So you do have a plan. Experts say that listen to the scientists. Yeah, Mr. White. Let me say that again. Listen to the scientists. Yes, science. Ok, oui, donc moi en fait, donc c'est un bout d'émission que j'ai appelé Science Friction. Et je rappelle un petit peu de quoi il s'agit. En fait, l'idée est de parler de faits scientifiques qui touchent au climat et à l'environnement, et d'en parler, de prendre un thème et puis de le décortiquer un petit peu plus à fond que ce qu'on entend rapidement dans les médias, etc. Et puis d'essayer de voir un peu des aspects moins connus. Parce qu'on parle beaucoup, d'ours polaires, on parle de déchets plastiques, qui sont des sujets extrêmement importants, mais il y a beaucoup d'autres sujets dont on parle moins, et que je trouve important de rappeler, enfin de mieux connaître. Voilà. Alors aujourd'hui,
le thème que j'avais envie d'aborder, c'est un sujet qui, selon moi, est un des plus fascinants et des plus importants au monde, parce qu'il est tout simplement à la base de notre vie sur Terre, et aussi donc de notre survie dans le futur. Et pourtant, il est largement méconnu de la grande majorité d'entre nous. Ce sujet, c'est le phytoplancton. Le phytoplancton, c'est en fait un ensemble de micro-algues qui vit et qui prolifère en grandes nappes à la surface des océans. Et oui, notre présence et survie sur Terre, elle est due notamment à des micro-algues, pas à des super-héros en cape rouge et noir ou des super-présidents archi-forts et fermes, ou pas de pays non plus qui seraient mieux que les autres. Non, pour assurer notre survie, c'est donc des micro-algues d'une taille qui va, selon les espèces, de 0,2 micron à 1 mm. Donc des végétaux, à ne pas confondre d'ailleurs avec le zooplancton, qui lui fait partie du règne animal, même s'il y a des variétés qui sont un peu entre les deux. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Le phytoplancton, donc, remplit plusieurs rôles, et des rôles qui sont absolument essentiels à la vie sur Terre. Tout d'abord, comme c'est un végétal, il pratique cette sympathique activité qui est la photosynthèse. Et comme toutes les plantes, il utilise donc l'énergie solaire pour capter du dioxyde de carbone, donc du CO2 présent dans l'air, dont il se nourrit, et en faisant ça, il produit de l'oxygène. Et c'est là qu'il a un rôle extraordinaire, parce qu'il ne représente, donc le phytoplancton, qu'à peu près 1% de la masse de tous les organismes pratiquant la photosynthèse sur la planète, mais à lui seul, il produit la moitié de tout l'oxygène que nous respirons. Oula. Et comme il est parmi les tout premiers organismes photosynthétiques apparus sur Terre, il a majoritairement contribué au flux d'oxygène qui s'est accumulé autour de la planète au fil de milliards et milliards d'années. Alors quand on parle du poumon de la Terre, c'est en réalité pas vraiment l'Amazonie, même si cette immense forêt joue bel et bien un rôle capital dans la grande mécanique climatique et dans la biodiversité. Mais le premier poumon, c'est le phytoplancton. Et puis, deuxième rôle très important qu'il a, c'est que c'est justement un puits de carbone. On l'a dit, c'est un végétal, donc il capte le CO2, le dioxyde de carbone, et rejette de l'oxygène. Or, le CO2, on le sait, c'est un des principaux gaz à effet de serre qui sont les moteurs du réchauffement climatique. Les milliards de microalgues qui forment le phytoplancton absorbent chaque année environ 40% du CO2 produit sur la planète. Ils font ainsi le travail d'à peu près l'équivalent de 4 forêts amazoniennes. Et en plus, lorsque le phytoplancton meurt ou qu'il est avalé par des animaux qui à leur tour meurent, une partie de ce carbone tombe avec eux, au fond de l'océan pour y être stocké. Et puis, troisième rôle capital de ce phytoplancton, c'est qu'il est essentiel à la biodiversité, parce qu'il est à la base de la chaîne alimentaire océanique. De lui se nourrissent de nombreuses espèces de zooplancton, de poissons, de crevettes et de petits crustacés qui eux-mêmes nourrissent de nombreux poissons et animaux de mer, jusqu'aux baleines, aux phoques, aux manchots et jusqu'aux êtres humains qui dépendent en partie aussi des produits de la mer. Mais voilà, le phytoplancton est en train de décliner. De nombreuses études scientifiques en suivent l'évolution, que ce soit par des prélèvements directement dans les eaux de divers océans sur la planète, ou par des observations satellites, ou en combinant les deux. On peut en effet mesurer les populations de phytoplancton en fonction des nappes colorées qu'elles forment à la surface de l'eau et qui sont visibles assez clairement depuis l'espace. Et donc les chercheurs ont pu établir que ces populations de phytoplancton avaient diminué et continuent de le faire à un rythme irrégulier d'à peu près 1% chaque année. Ils estiment même qu'il y en a jusqu'à peu près 40% de moins depuis les années 1950. Et certains pensent qu'ils pourraient avoir totalement disparu d'ici 2050, donc selon les scénarios les plus pessimistes. En cause, c'est toujours un peu la même chose, la pollution et le réchauffement, notamment celui des océans, dont les températures ont augmenté de 0,5 à 1 degré à peu près au cours du dernier siècle, ce qui a eu pour effet d'accentuer la stratification des couches d'eau et de limiter ainsi les échanges de nutriments et d'autres éléments entre l'eau profonde et l'eau de surface. Il y a donc un sérieux risque de voir disparaître de nombreuses espèces marines qui dépendent de ce phytoplancton, d'avoir un puits de captation du carbone nettement moins efficace, alors qu'on en a bien besoin de le capter, et à plus long terme, d'avoir aussi moins d'oxygène dans l'atmosphère.
Alors, pas de panique, les réserves sont encore très importantes, mais le taux d'oxygène a tout de même diminué au fil du temps, et cela s'est accentué au cours du siècle passé. Encore donc une excellente raison d'agir pour minimiser les bouleversements climatiques et environnementaux, comme si on n'en avait pas déjà assez. En attendant, je vous conseille vivement d'aller chercher des images de ce phytoplancton sur Internet. Ce sont des organismes magnifiques et extraordinaires à observer, tant il y a de formes, de couleurs et de mouvements différents. Certains sont même lumineux ou parcourus d'ondes électriques. C'est vraiment un monde inédit et peu connu qui donne une toute petite idée de l'immense richesse de toute la variété du vivant sur Terre et aussi de tout ce qu'on ne sait pas encore de ce monde-là, qu'on est en train de détruire. Je vous conseille d'aller notamment voir les incroyables vidéos et galeries d'images des chroniques du plancton réalisées par des Canadiens qui se sont spécialisés dans ce domaine et que j'ai d'ailleurs eu la chance de rencontrer. Et donc, je vous souhaite de belles découvertes. Super. Merci. Trop bien, merci beaucoup. Ouais. Waouh. Merci. Intéressant. Clairement. Une réaction, peut-être, Colin? Moi, il y avait ce que tu. D'abord, j'ai été passionné par ce que tu racontais, parce qu'évidemment, je pense que je connaissais largement pas l'importance du rôle de ce phytoplancton. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est l'enthousiasme en fait que tu mets dans cette chronique. Aller découvrir, aller acquérir de nouvelles connaissances. Ça m'a fait beaucoup penser à une chose que dit Aurélien Barraud dans une des conférences que j'ai écoutées récemment. Je crois que c'est une conférence à l'université de Lyon, dans laquelle Barraud dit mais en fait comment ça se fait qu'on n'accorde pas plus d'importance à la découverte de ce qu'on ne sait pas sur la planète, parce que c'est fondamental. Et non seulement c'est fondamental, mais en plus ça produit du plaisir. Ça produit du plaisir et ça produit de la conscientisation. Il disait par exemple aujourd'hui, il parlait évidemment du domaine académique français, le domaine des universités françaises. Il dit mais en fait on accorde presque plus de crédit pour des recherches en éthologie par exemple, comment se comportent les animaux, alors que c'est fondamentalement passionnant. Quand on sait que les oiseaux ont des rituels et des pratiques quasi théâtrales pour accueillir une nouvelle venue sur leur territoire, quand on sait effectivement toutes ces choses merveilleuses sur le phytoplancton. Ce qui m'a beaucoup touché aussi, c'est que tu parles des images, que tu dis voilà, certains sont traversés d'ondes électriques, certains sont bleus, certains sont verts. Enfin, il y a toute une dimension de plaisir et de connaissance qui est ici et qui ne demande qu'à être soulevée et qu'à être étudiée et analysée. Ouais. Aimer, sûr, exactement. Oui, puis découvrir effectivement toute la richesse et la préciosité finalement de tout ce qui existe sur Terre et qui est en train de disparaître. C'est hyper important. Pourquoi allons-nous dans l'espace chercher Alors quand on va dans l'espace pour faire de la science et mieux comprendre comment fonctionne la planète, ça peut être extrêmement utile, parce qu'il y a beaucoup les satellites, ils recueillent énormément d'informations qui sont hyper importantes pour la science climatique, pour comprendre, pour mesurer des phénomènes, pour voir leur ampleur. Donc dans ce sens-là, c'est quand même très c'est sûr. C'est vrai. Puis moi, et c'est vrai que par exemple quand on parle d'espace, on se sent souvent tout petit par rapport à ça, mais c'est vrai que là, se dire que finalement il y a encore beaucoup plus petit que nous, et bon, sans parler de l'utilité de tous ces organismes qui sont extrêmement, ridiculement insignifiants, on va dire, par rapport à notre taille, etc. Comme on peut se sentir insignifiant par rapport à la taille de l'espace, etc., ça met pas mal de choses en perspective, ouais. Et ça nous fait prendre conscience de ce qu'on doit conserver, finalement. Et que chaque chose importe, chaque élément fait partie d'un tout plus grand, et que si un de ces éléments microscopiques ne va pas, tout le monde ne va pas. Oui, c'est juste. Et moi, une fois, peut-être, je viendrai sur justement faire une chronique sur vue de l'espace, comment la Terre apparaît et toutes les conditions qu'il faut pour que sur cette boule, la vie puisse avoir lieu. C'est assez fascinant de voir que c'est en fait une conjonction de conditions assez extraordinaire. Et du coup, de se prendre un peu ce recul, c'est pas tellement intéressant pour aller vivre sur Mars où ça doit être affreux, à part ça. Par contre, pour regarder un peu dans quoi la Terre s'insère, donc dans le système solaire, et de voir tout ce qu'il a fallu comme condition, c'est vraiment fascinant.
Et ça donnera lieu, on n'en doute pas, à d'autres science-fiction qu'on va pouvoir découvrir. Merci beaucoup. Il y avait aussi une toute petite réflexion pour rebondir justement sur la remarque de Zazou, c'était pas pourquoi est-ce qu'on va chercher dans l'espace alors qu'on a tant de beauté ici. Un des premiers pionniers de l'écologie, c'était un scientifique anglais qui s'appelle James Lovelock, qui a écrit un texte qui s'appelle La Terre est un organisme vivant. Et en fait, il faut savoir que Lovelock avait été engagé par la NASA pour être exobiologiste, c'est-à-dire pour aller chercher de la vie ailleurs, en fait, ailleurs que sur Terre. Et en prenant la distance avec la Terre, il s'est dit, mais en fait, non, je vais examiner la vie sur Terre comme si je venais d'une autre planète. Et en fait, du coup, il fait de l'exobiologie de notre propre environnement. Et il a déduit que tout était, parce que tu disais aussi, tout était interconnecté, tout est un seul organisme et qu'il faut préserver. Ouais. Du coup, on va peut-être faire une pause maintenant, après ce passage scientifique. Profitez-en pour aller visualiser qu'est-ce qu'un phytoplancton. Exactement, profitez de cette pause musicale ou autre pour aller voir. Donc, tu rappelles peut-être ce qu'il faut chercher. Oui, par exemple, les chroniques du plancton. C'est vraiment des images formidables. Parfait. Voilà, rendez-vous est pris. Allez regarder ça et nous, on va faire une pause. Et on est de retour, du coup, après cette pause. On est allé voir ces fabuleuses images donc, de phytoplancton. Allez-y, on peut que vous encourager. Et maintenant, on va passer donc, à la carte blanche de Zazou. Qu'est-ce que l'amour ? L'amour n'est pas une étincelle éphémère issue de la rencontre de deux désirs. C'est une flamme éternelle jaillie de la fusion de deux destinées. Je suis content que ça vous amuse. C'est plutôt bon signe. Je te laisse y aller. Alors, salut à toutes et à tous. Je voulais vous parler entre doute et conviction, car tout le monde peut être pris de doute et de conviction. Donc, quelle place leur donner ? À partir du moment qu'apparaîtra le sentiment, combien de temps faudra-t-il lui consacrer ? Le temps que le doute redevienne une conviction ou le temps que la conviction redevienne douteuse ? Est-ce que la conviction nous enferme trop longtemps dans une seule pensée ? Faut-il systématiquement revoir nos certitudes, se défaire de ce sentiment rassurant ? Probablement, car nos certitudes seront régulièrement mises à mal, face à nous-mêmes, devant les événements, face à l'autre, qui lui-même recevra en pleine figure votre conviction et pourrait en douter. Comment faire preuve alors de souplesse, d'ouverture d'esprit, sans remettre constamment en cause ses principes et valeurs ? Attitude parfois peu aisée, vous en conviendrez. Clairement. Merci Zazou. C'était chouette, ça m'a appris comme ça une fois. Super. Oui. Et est-ce que ça t'a pris par rapport à un sujet particulier, un événement ? Oui, bien sûr, mais j'entrerai pas dans d'accord. Mais je pense que notre vie et notre quotidien est fait tantôt de doute et tantôt de conviction. C'est sûr. Comment passer de l'un à l'autre ? Clairement. Moi, j'aurais envie même de dire que c'est essentiel comme mouvement de passer de l'un à l'autre. Et que finalement, il faut toujours... moi, dès que quelque chose devient une conviction, je m'en méfie en même temps. Et je remets du doute. Et du coup, elle redevient un peu plus... Enfin, voilà. Et je pense que c'est comme le recul qu'il faut prendre sur les choses pour mieux y replonger ensuite. C'est des mouvements qui me semblent assez... C'est vrai que les moments de doute sont parfois pénibles, difficiles, prennent du temps. Et puis lorsqu'on arrive à cette conviction, une conviction qui est la nôtre, on est super content, on est satisfait. C'est ça. Mais effectivement, comme tu dis, méfions-nous. Ouais, comme tu dis, c'est douteux. Les convictions, c'est vraiment douteux. Exactement. Mais quelqu'un qui n'aurait que des convictions peut finir par être dangereux un peu. Enfin, on se rend compte un peu comme sur le sujet de la science, quand on ne doute plus ou qu'on se dit moi je sais tout, ou qu'on ne regarde pas ce qu'on ne sait pas, on finit par être tellement sûr de soi que ça en devient pénible et puis voire dangereux. Donc je pense que ça peut être plutôt sain de douter. Moi, j'ai l'impression aussi que le doute, c'est une manière de remettre du possible. Moi, des fois, je trouve que on voit le doute de façon très négative, mais finalement, mettre du doute, c'est aussi accorder aux choses, ou aux êtres aussi, aux personnes aussi, d'être possiblement autre chose que ce qu'on croit.
Absolument. Et je pense que c'est essentiel, on devrait le faire, à mon avis, beaucoup plus autour de tout, quoi. Nos proches, les êtres et les choses du monde. Ça redéfinit le fameux bénéfice du doute. Mais ça, c'était un autre contexte. Le bénéfice est aussi humain, aussi psychique. Une autre réaction, quelqu'un veut... Je vous encourage à douter et à être convaincu parfois. Ça devient cyclique. Parfait. Mais si on est convaincu par le doute, comment est-ce que... Waouh. Comment ça se produit ça, Faut douter du doute. Faut douter du doute. On attend nos auditeurs en retour là-dessus. C'est ça. Vous avez 4 heures. Faut-il douter du doute? Donc n'hésitez pas. Merci Zazou pour cette carte plaisir. blanche. Et puis vivement la prochaine, que tu as une petite idée, non Absolument pas. On se ravit déjà de la découvrir. Est-ce qu'on passerait pas maintenant à la partie Ecosoft? Mais il y a un lien en plus direct avec ce que c'est absolument merveilleux. Ouais, c'est clair. Mais en plus, ça se fait naturellement, ces liens, à chaque fois. Je ne sais pas si, de l'autre côté, on a l'impression que c'est ultra travaillé, affiné, etc. Mais pas du tout. Mais voilà, mais c'est ça qui est fou. Comme quoi, il y a un fil conducteur naturel qui se fait. Je trouve ça fabuleux. Ça devient organique, ouais. C'est là où ça marche bien. Du coup, jingle. Walter Benjamin écrivait dans un fragment célèbre avertisseur d'incendie, il faut couper la mèche qui brûle avant que l'étincelle n'atteigne la dynamite. À l'heure actuelle, le monde entier est en train de chercher et se rend compte qu'il y a autre chose. Oui, c'est juste. Alors, voilà, c'était aussi une petite séquence, une petite capsule sur laquelle on s'était mis d'accord dans l'ancienne version quand on était dans l'autre configuration de Los Antennas. C'était une capsule qui s'appelle la Minute Ecosof, ou la séquence écosophique, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, bref, qui s'appuie sur ce terme d'écosophie, qui est en fait un concept, une proposition, une notion qui a été avancée par un philosophe français qui s'appelle Félix Guattari en 1989. En 1989, Guattari écrit un texte qu'on trouve sur Internet, je crois qu'il est en libre accès, qui est absolument merveilleux, parfois un peu jargonnant parce que Guattari était aussi psychanalyste et en fait il essaie de réfléchir sur 3 dimensions en même temps, la dimension sociale, la dimension intrapsychique et la dimension environnementale, donc c'est parfois assez compliqué. Mais l'idée de base de ce texte, de ce livre qui s'appelle Les 3 écologies, c'est de dire, il y a un problème vraiment au sens de quelque chose à résoudre entre l'économie et l'écologie. L'écologie, c'est le savoir, le logos qu'on retire de l'oikos, de notre habitat, de la manière qu'on a d'habiter le monde, et le nomos, l'économie, ce sont les normes ou ce sont, disons, les lois que l'on retire que l'on déduit, si on veut, de ce savoir. Et comment expliquer, aujourd'hui, d'ailleurs ça fait aussi beaucoup de sens, comment expliquer que le savoir que l'on retire de l'écologie, que l'on retire de notre habitat, soit aussi différent des lois que l'on vote pour justement y habiter mieux. En fait, on voit bien que toutes les lois qu'on vote et la place qu'on laisse au marché, au néolibéralisme, etc., péjorent radicalement notre habitat. Donc ce que pense Guattari, qui voit déjà venir ça à la fin des années 80, des années 80, c'est qu'il nous manque une partie. Il nous manque une partie qui serait l'écosophie, en fait, qui serait la sagesse de ce rapport à notre habitat. Et le but de cette petite chronique, c'est ça, en fait, c'est essentiellement de dégager peut-être des moments, des espaces de réflexion qui pourraient alimenter cette écosophie, cette sagesse qui viendrait donc combler le vide, combler le creux entre l'écologie et l'économie. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose qui me tient à cœur parce que je l'étudie depuis assez longtemps. Ce sont ces fictions catastrophes ou ces fictions post-apocalyptiques, on appelle ça comme ça aussi. Qu'est-ce que c'est et surtout quelle est la vertu de ces fictions apocalyptiques pour l'esprit, pour l'individu et peut-être aussi pour notre conscience écologique et écosophique. On peut peut-être penser à des différents exemples de ces fictions apocalyptiques. On peut penser au film 2012 qui commence déjà un petit peu à dater, durant lequel tout d'un coup le monde est complètement détruit au nom d'une prophétie maya dans laquelle le calendrier maya arrive à la fin en 2012 et donc ça signifierait l'apocalypse absolue et on voit le monde être submergé par un gigantesque tsunami. L'image assez caricaturale qu'on avait de ce film-là, c'était un tsunami qui submerge l'Himalaya.
Donc ça dit un peu ça dit bien l'ampleur ou le gigantisme de la tâche de ce réalisateur. Le jour d'après, qui est aussi d'ailleurs une question c'est aussi une grosse vague d'ailleurs qui submerge New York. Peut-être un film moins connu, mais absolument génial, s'appelle Les Fils de l'Homme. C'est un film qui est vraiment très très bien, qui suppose ou qui fait l'hypothèse d'une stérilité de l'humanité, et donc plus aucun bébé ne naît, et donc l'humanité s'achemine progressivement vers sa perte, et les gouvernements deviennent de plus en plus autoritaires, etc. C'est vraiment un très très beau film. Alfonso Cuarón, La Route aussi peut-être plus récemment, etc., qui était aussi un livre. Bref, ces fictions post-apocalyptiques, c'est vraiment un sous-genre, un genre littéraire à part entière, et un sous-genre de la science-fiction en particulier. Mais comment ça marche et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ça, c'est un peu la question que je voulais me poser dans cette séquence. Comment ça marche? En fait, ça a recours à un processus narratif qu'on appelle l'extrapolation, la conjecture narrative. Qu'est-ce que c'est? Ça signifie je prends un élément du présent, souvent un élément technoscientifique, en tout cas pour la science-fiction, et je l'extrapole, c'est-à-dire je le tire le plus loin possible, j'essaye de faire l'hypothèse de ses conséquences les plus extrêmes pour voir ce que ça donne potentiellement dans un monde futur. C'est pour ça que le futur des fictions apocalyptiques, comme des romans ou des films de science-fiction, est toujours en fait un futur possible, un futur théorique. Ça n'est pas, on peut difficilement lire la science-fiction au premier degré. L'idée, en fait, simplement, c'est d'examiner ce monde possible que l'on nous propose dans la science-fiction, et voir surtout, et c'est là qu'en fait les vertus de ce type de fiction sont très très intéressantes pour la réflexion, pour l'écosophie aussi, de voir qu'est-ce que ces mondes futurs nous disent finalement du présent. Et comment est-ce que la lecture que je mène de ces films ou de ces romans m'aide à mieux comprendre les enjeux de mon présent. En fait, l'idée, c'est une idée qui se situe vraiment à la base en fait de la théorie littéraire. C'est Aristote qui disait ça dans la Poétique, que le but du récit de fiction, c'est d'analyser les possibles. C'est d'analyser ce qui est possible par rapport au présent. Contrairement au récit historique qui, pour Aristote, analyse plutôt les faits plutôt que les possibilités. Et ce genre de l'apocalypse, en fait, il remonte à loin. C'est un des premiers genres littéraires, si on peut appeler ça comme ça, ou genre de récit de l'humanité. Ça remonte à l'apocalypse de Jean, on peut même faire remonter ça à l'épopée de Gilgamesh, qui est un des premiers textes mésopotamiens, dans lequel le héros, qui s'appelle Gilgamesh, cherche la fleur de l'immortalité et se rend compte qu'en fait, cette fleur de l'immortalité, elle n'est pas connue dans son monde, mais elle était connue dans le monde d'avant, et donc il va voir une personne dont on lui dit « Je suis un des premiers humains, maintenant le monde a été complètement détruit, mais je suis un des premiers humains et je sais où se trouve cette fleur-là. » Donc il y a déjà un soupçon comme ça de ce genre littéraire dans les tout premiers textes fondateurs de l'humanité. Ce qui est très intéressant, c'est la définition finalement de catastrophe, ou la définition même de apocalypse. Apocalypse, ça signifie pas forcément la destruction absolue. L'apocalypse, ça veut dire le dévoilement. Ce qui se dévoile. Et ce qui se dévoile, qu'est-ce qui se dévoile en fait? Qu'est-ce qui se dévoile dans ce type de fiction? Eh bien, ce qu'on peut dire, ce sont les fictions du type 2012, du type de jour d'après, viseraient à identifier les indices dans le présent, les indices d'un possible monde à venir, ou d'une possible déclinaison, d'une possible inclination comme ça du monde d'un monde qui serait comment dire, embryonnaire dans notre présent. Et donc aussi, en lisant ces fictions, d'essayer de voir comment repérer ces indices et quel comportement est-ce qu'on peut adopter pour éviter que ce monde précisément n'advienne, ou au contraire pour le faire advenir. Donc il y a véritablement en passant par le récit, en passant par la fiction, on identifie des mécanismes sociétaux et humains, et dans le but peut-être de nous inviter à les adopter ou pas. Il y a toujours cette phrase d'Albert Camus que j'aime beaucoup, où Camus disait on ne pense bien, donc en tant que philosophe, on ne pense bien que par image. Si tu veux être philosophe, écris des romans. On ne pense bien que par image. Si tu veux être philosophe, écris des romans. Autrement dit, regarder des films post-apocalyptiques, lire des récits apocalyptiques, des récits de catastrophes, eh bien c'est autant de manières de faire de la philosophie. Et on parlait donc d'indices possibles de comportement, et là ça peut peut-être lancer une discussion aussi.
En général, ce qui se passe dans ce type de fiction, au niveau des rapports humains, si tout est détruit, si les ressources manquent, c'est ce qui se passe dans la route, par exemple, dans une certaine mesure, hein, et bien le type de comportement qui se manifeste, qui s'esquisse, c'est une forme de survivalisme. C'est une forme surtout d'ultra-compétitivité entre les individus. Tout le monde se bat le plus possible pour essayer de ne pas manquer de ses ressources, pour essayer de survivre. Il y a très peu, finalement, de fiction apocalyptique qui adopte l'autre versant de l'autre possibilité, qui est celle de la coopération, qui est celle du communalisme, si on veut. Et la question qu'on peut se poser aussi, justement, en termes d'identification des indices dans le présent, c'est ce survivalisme extrême, c'est quoi ? C'est finalement une autre manière, une autre forme de compétitivité, comme celle que le système économique aujourd'hui, et en général l'idéologie néolibérale nous invite à avoir les uns avec les autres. Nous sommes les compétiteurs, nous sommes potentiellement compétiteurs les uns avec les autres. Si ce n'est pas moi qui a cette place de travail, ça va être toi. Si c'est pas moi qui gagne à la loterie, alors ça va être toi, etc. Donc ce type de comportement-là, finalement, est reflété dans ces fictions. La question qu'on peut se poser, c'est, et si finalement ce type de comportement était reflété dans ces fictions, précisément pour nous mettre en garde sur un type de comportement qui est celui du présent et contre lequel il faut précisément se battre. Et si le meilleur moyen finalement d'éviter l'apocalypse, c'était de développer un comportement de type communaliste ou de type coopératif pour éviter pour éviter la division et pour conserver une dignité humaine. Voilà, c'était un petit peu... Parce qu'en fait, finalement, il y a toujours un versant, le versant de l'apocalypse, le versant de ce dévoilement, le versant du fait de détruire un monde, même par la pensée, même au niveau psychique. Son versant, c'est d'essayer de créer un monde meilleur. C'est la possibilité de l'utopie derrière l'apocalypse. L'utopie vraiment comme ce monde qui serait un monde idéal. Non comme un monde qui doit advenir, mais comme un élan vers lequel on pourrait tendre. Voilà. Un petit peu cette vertu des fictions apocalyptiques. Communalisme versus survivalisme, comment est-ce qu'il faut interpréter ce survivalisme ? J'ai plus vraiment d'exemples en tête de films ou autres qui manifestent ce type de comportement. J'avais La Route parce que le film est magnifique, le livre est magnifique, c'est vraiment glaçant comme texte, mais c'est très le père avec son caddie. Voilà, c'est ça. Ouais. Absolument. Exactement. C'est un enfant et son père qui vont sur les routes. Ils ont tout dans leur caddie, en fait. Toute leur vie est là. Toute leur série est là dans leur caddie. Ouais. Et justement, le monde qui est mort dans la route est mort à cause d'un incendie, d'un immense incendie dont on ne connaît pas l'avenue. Et en fait, tout est en train de mourir, les plantes, les arbres, etc. Donc, il devient de plus en plus difficile de trouver de quoi survivre. Et voilà, la seule chose qui fait encore sens dans un monde radicalement détruit, c'est l'amour que le père a pour son fils. C'est justement ce lien affectif, bien sûr. Wow. Merci Colin. C'est vachement intéressant. Merci Colin donc pour cette présentation un peu des mondes post-apocalyptiques ou des récits. Une réaction peut-être ? Moi, ça me fait penser, en fait, dans un registre un peu différent. Moi, j'ai regardé avec mes enfants la série Walking Dead. Exactement. J'ai pensé à ça aussi. Sûrement plein de gens pensent à ça. Et c'est intéressant. Alors là aussi, du coup, je me suis toujours dit, mais c'est dingue, on présente ça comme étant forcément un monde où on va se bagarrer les uns avec les autres. Alors il y a les deux, en fait, dans la série. On voit les deux aspects, mais alors qu'en fait, on aurait tous intérêt, dans un monde comme ça, encore plus que jamais, de coopérer, de mettre les choses en commun. Donc c'est intéressant, c'est vraiment une réflexion que je trouve super intéressante. Et ce que je trouve intéressant en plus dans Walking Dead, c'est qu'ils ils ont essayé de l'intégrer, effectivement. Bon, forcément, des gens qui font la bagarre, ça va plus être pouvoir faire l'objet d'un film. Si on disait ils ont coopéré, ils ont tous vécu heureux, voilà, on ne va pas très loin. Mais c'est vrai que ils ont essayé de l'intégrer dans la série de façon à montrer, c'est pas que ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui manque. Et pour parler là, on parlait un peu de dystopie, et en fait, récemment, on m'a parlé d'un livre qui est finalement une utopie dans un monde post-apocalyptique, et quelle serait cette histoire finalement? Et c'était assez drôle parce que ça parlait d'un livre qui s'appelle Demain les chiens. Ah oui, bien sûr, je connais, bien sûr. Et finalement, la seule utopie
dans un monde post-apocalyptique, c'est assez ironique, mais ce serait un monde où il n'y a pas d'humains. Donc c'est l'histoire de où les chiens ont évolué. Ouais, c'est voilà. ça. Bon, j'ai pas encore lu ce livre, mais il est sur ma liste. Et voilà. Et c'est quelque chose que, clairement, c'est assez intéressant de voir que finalement, en se basant sur quelque chose dans le présent, on peut pousser le fil et puis aller exacerber certains aspects. Et ça, en particulier, ça m'a fait penser à comment ça, Black Mirror. Qui est aussi une autre série géniale. Exact, il y a cette série, donc je ne sais pas si on pourrait la qualifier de post-apocalyptique, mais clairement de dystopie, où on prend quelque chose dans le monde actuel, et puis on twiste un petit peu l'utilisation. Où en général, ça part de technologie. Exactement, on pousse à bout cet aspect-là, on rajoute un aspect humain, et puis ça fait un cocktail assez infernal au final, et qui nous fait nous interroger du coup sur ce... Où on veut aller ou ne pas aller. C'est ça. Exactement. Ok. Comment s'orienter finalement? C'est vrai qu'il y a toujours cette question aussi de ce qu'on veut et de ce qu'on veut pas. Et aussi, si tu prends Black Mirror comme exemple, c'est vrai qu'il y a cet épisode, je ne sais plus comment ça s'appelle, Metalhead, qui est celui dans lequel, qui est en noir et blanc, sur lequel en fait les robots qui ressemblent furieusement aux robots chiens de Boston Dynamics, en fait, c'est sorti juste après, courent la campagne et déciment les êtres humains parce qu'ils ont reçu comme dernier ordre de décimer des robots chiens soldats. Et c'est tout à fait... c'est absolument terrifiant. La question qui se pose aussi, c'est bien souvent ce type de fiction, ce sont des critiques de l'hubris, de la volonté de démesure, de possession démesurée de l'homme sur le monde, et qui finit par nous détruire. Bien sûr. D'ailleurs, il y a aussi la maladie, justement, qui revient dans ces... il y a Walking Dead, mais d'autres aussi. Apocalypse avec la maladie, à une époque où on voit que la maladie commence à prendre... Enfin, les pandémies, les maladies de ce genre prennent une certaine importance. Et juste pour peut-être encore rebondir sur ce que tu disais, le Fils de l'homme, c'est ça le film. C'est assez intéressant en fait de voir dans ce film, ça fait un moment que je l'ai vu, donc je me rappelle pas de tout, mais que finalement toute la critique du monde et tout le monde en fait qu'il y a autour, c'est pas tant sur ça qu'on insiste dans le film, mais c'est quelque chose qui se voit parce que forcément ils évoluent dans cet environnement, etc., etc. Mais si on fait attention à certaines scènes à côté, ou qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'ils marchent, c'est quoi les infos ce jour-là, etc., on se rend compte effectivement que c'est un monde qui a twisté, que c'est un monde qui est pas bien, qu'il y a des problèmes, je me rappelle plus exactement, mais d'immigration, il y a et je trouve que c'était assez bien apporté dans ce film justement, et que dans pas mal, je trouve que c'est là où justement dans pas mal d'œuvres, là où c'est pas forcément des critiques directes, mais ça peut être des fois implicite, ou des fois quelque chose exactement, des pistes, et je trouve que c'est là où justement un film ou une œuvre va être intéressante à lire, à lire ou à voir, etc. Ouais. Après on a le libre choix de choisir le bien, le mal, on va dire. Est-ce qu'on veut s'engager pour le bien ou pour le mal? On a le libre choix finalement. Est-ce que c'est une question d'éducation? Je sais pas. Ça nous confronte vraiment à ça. Il y a vraiment cette question de où s'orienter finalement dans le. Il y a je crois que c'est le dernier bouquin de Bruno Latour qui s'appelle Où atterrir, où il parle de ça en fait finalement, où réatterrir, c'est-à-dire quelles nouvelles marques faut-il prendre au vu ou face au danger de l'urgence climatique, et peut-être une manière de s'orienter. Ce serait de lire des fictions post-apocalyptiques. Là, je prêche vraiment pour ma paroisse. Mais ça va être la transition va se faire encore une fois naturellement vers la suite, qui va être ma petite chronique, le petit truc en plus, qui justement parle de récit et de comment est-ce qu'une œuvre peut à un moment critiquer des sujets beaucoup plus larges que l'histoire elle-même. Du coup, jingle. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Donc voilà, à mon niveau, moi on entend partout, j'avais l'impression que on pourra pas réinventer un monde si on n'invente pas un nouveau récit. C'est quelque chose qui revient pas mal au niveau de... je sais que c'était une des conclusions de Cyril Dion dans la suite du film Demain, donc qui s'appelle Après-demain.
Et il dit en particulier que pendant un long moment, ce qui guidait les hommes, c'était la religion, que après ça a peut-être été un peu remplacé par l'argent, et qu'aujourd'hui, il fallait peut-être trouver quelque chose d'autre. Donc, par rapport à ça, moi, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui a un peu biberonné toute ma vie, mon enfance, les récits, comment peut-être j'en suis arrivé là aujourd'hui, et il faut se rendre à l'évidence, il y a pas mal de choses qui sont liées à la pop culture, on vient de le voir avec les exemples qu'on a dit avant, et en premier lieu, qui est le gros fournisseur de pop culture, c'est Disney. C'est Disney aujourd'hui. En parallèle de ça, donc de ce socle, on va dire, qui a été là depuis le début, aujourd'hui, je m'interroge sur des stéréotypes qui ont pu être véhiculés à travers tout ça, et dont parfois il faudrait qu'on se détache. Et du coup, je voulais recommander... Les femmes, beaucoup. Tout à fait, non, la question du féminisme, la question de... Et par rapport à ça, donc je voulais recommander une chaîne YouTube sur laquelle je suis tombé récemment, donc qui s'appelle Bolchegeek. Donc le nom est assez clair et assez drôle, je trouve. Donc c'est une chaîne qui s'amuse à analyser donc pas mal d'icônes justement de la culture pop sous un autre angle sur lequel on n'aurait pas pensé, souvent un angle assez provoquant, et en fait voilà, donc c'est pas mal sur tous ces récits qu'on a, qui sont ancrés à notre niveau, dans notre subconscient presque, de pouvoir dire ah oui, c'est vrai que là il y a peut-être une autre lecture à avoir. Typiquement, le roi lion, est-ce que c'est très bien d'avoir ce clan, cette famille royale qui monopolise toute une terre, etc. Enfin voilà, c'est un type de lecture qu'on peut avoir. Et la première fois que j'ai entendu cette réflexion, c'était en 2011-2012. C'était un père qui ne montrait pas le roi lion à son fils. J'étais assez surpris, parce que moi je me disais qu'Hakuna Matata, c'était cool, et puis que je trouvais ça un peu dommage, mais bon... du coup, par rapport à ces réflexions et à Bolchegeek, si je pouvais donc vous recommander une première, un moyen d'entrer dans ce monde-là, ce serait de regarder leurs vidéos sur Wall-E, donc que eux qualifient comme le film le plus bolchegeek de tous les temps. Donc la vidéo dure à peu près une vingtaine de minutes, et à travers l'analyse du film, finalement, on va nous faire comprendre que c'est en fait une véritable dénonciation du système actuel. Donc, évidemment, nous, ce qu'on se rappelle de Wall-E, c'est ce petit robot qui nettoie la planète sans trop comprendre pourquoi. Et puis, au bout d'un moment, il se fait embarquer parce que les humains sont tous partis de la Terre, etc. Bon. Et en fait, ce que ce YouTuber nous fait comprendre, c'est que finalement, il y a eu tout un système avant, un monde qui existait et qui a poussé la Terre à devenir invivable. Et donc, les plus riches, ceux qui ont pu se permettre, se payer ce voyage vers l'espace et autres, ont pu partir. Et donc, il tire le fil, évidemment, pour dire, finalement, l'être humain, au lieu de s'interroger, s'est retrouvé dans une fuite en avant, et donc est parti dans l'espace, et donc s'est retrouvé à faire travailler des robots. Donc, évidemment, comme la chaîne s'appelle Bolchegeek, il met en parallèle le travail aliéné des robots qui ne savent pas pourquoi ils travaillent dans un monde aujourd'hui. Et il met en parallèle, ces êtres humains qui vivent de cette exploitation. Donc c'est assez fou comme analyse. Et voilà. Et donc moi je me suis régalé à regarder cette vidéo. Il y a d'autres évidemment recommandations qu'on pourrait faire sur cette chaîne. Il y a en particulier le syndrome Magneto, qui est un méchant dans l'univers Marvel, qui parle entre autres de comment les méchants parfois peuvent avoir des buts légitimes, mais vers lesquels les héros, en fait, les héros ne vont pas apporter de solution, mais juste maintenir le statu quo. Typiquement, on peut donner l'exemple de Thanos. Donc, pour ceux qui ont vu, de toute façon, comment on peut passer à côté. Donc, le dernier Marvel, Avenger, etc. Le gros problème du méchant, lui part du principe simple, c'est que il y a pas assez de ressources dans l'univers pour tout le monde. Donc, il va liquider la moitié de l'univers, tout simplement. Oui, forcément. Voilà. Donc, et c'est comme ça qu'on part d'un problème, on va dire, logique, qui doit être résolu à un moment, à une décision totalement folle, et voilà. Et donc, forcément, les gentils vont devoir lui régler son compte à ce Thanos, sans régler ce problème de ressources dans l'univers qu'il y a au départ. Donc, voilà. Donc évidemment,
dans les différentes analyses que vous pouvez voir, c'est beaucoup plus poussé, beaucoup plus abouti en termes de recherche et autres. Donc je vous laisse aller découvrir. Je ne veux pas non plus trop vous en dire, comme ça vous découvrirez tout au long des vidéos. Mais enfin, la dernière recommandation que je voulais quand même avoir, c'était sur le féminisme, justement, tu en parlais avant, et les princesses Disney. Parce que le féminisme... Et ça, il y a un... Ah oui, on nous a appris à attendre le prince charmant. Exactement. Et ça, c'était un problème. Et donc, pendant très longtemps, justement, en fait, il va pas vous dire de ne pas regarder Blanche-Neige, mais il va vous dire il faut regarder Blanche-Neige, mais en sachant que, la nana qui reste à la maison à faire les tâches ménagères et à chanter en travaillant, c'est peut-être un peu dépassé. Et donc... Bon, ça aide, au chanton. Ça, c'est sûr. Là, je suis d'accord. Chanter, c'est hyper productif, mais que ça peut être un peu frustrant, disons, d'avoir juste des princesses. D'ailleurs, même le terme de princesse Disney, renvoie peut-être à quelque chose. Jusqu'à très récemment, on parle de princesse Disney et souvent elles attendent un homme pour venir régler tous leurs problèmes, que ce soit Jasmine dans Aladdin, que ce soit La Belle au Bois dormant. D'ailleurs le titre, elle dort, bon. Ok. Et enfin voilà, donc pour revenir sur le terme de reine, c'est quand maintenant on pense aux dernières productions Disney, il y a eu La Reine des Neiges, voilà, enfin 2 filles qui n'ont pas à attendre les... Mulan, c'est juste... C'est vrai, ouais. Oui, mais Mulan, à la fin... Je me souviens pas, par contre, de la fin. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Mulan, en particulier sur l'adaptation qu'a fait Disney okay. et en film. Ah ouais, exactement. Mais ça fera peut-être l'objet d'une autre petite séquence, petit truc en plus. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et beaucoup de stéréotypes contre lesquels il faut lutter. Mais voilà, je voulais juste envoyer les gens vers cette petite chaîne pour aller regarder. Ça fait toujours plaisir, ça fait du bien. En ce moment, on va être confinés. Je mets des guillemets, évidemment. Mais voilà, on va peut-être avoir du temps à perdre, donc n'hésitez pas. Ça fait pas mal aider la réflexion sur des sujets plus relax. Et puis, voilà. Donc c'était ma petite recommandation. Merci, on va aller voir. Merci Julien, très bien. Ouais. Et du coup, voilà, on va gentiment arriver à la fin de ce podcast, donc de ce podcast nouvelle version, reprise, onde rebelle, jusqu'au prochain. Du coup, on va finir par la météo. Zazou, je te laisse commencer. Météo de fin. Alors, moi j'ai passé un super moment. On a tous pris quelques notes pour aller plancher sur différents sujets. Je me sens bien. Parfait. C'est parfait. C'est le but. Ok. Saz. Moi, c'était... Si, mais pourquoi je t'appelle Ouais, Saz? c'est pas grave. C'est pas grave si t'as envie de m'appeler. C'est ça. Je trouve ça assez joli. Je vais peut-être l'adopter. Je sais pas. C'est bizarre, ça. Bon, si. Désolé. Donc, j'ai dû non. le faire plusieurs fois en plus. Pas de souci. Non, je crois pas non plus. Non. Ok, j'écouterai. Donc oui, j'ai eu beaucoup de plaisir de vous retrouver, de refaire une émission. Ça faisait super longtemps, j'avais presque oublié comme c'était sympa. Et on a chacun effectivement fait des recommandations. J'ai plein de livres, de sites à aller visiter, de films à voir. Donc non, super quoi. Ça m'a fait très plaisir cette émission. Idem, je partage l'enthousiasme collectif. Ça fait longtemps. Je suis vraiment très très content. Et puis voilà, je me réjouis de découvrir cette chaîne YouTube. Puis j'ai été très touché aussi, très intéressé par les chroniques collectives qu'on a réussi à développer aujourd'hui. C'est chouette. Bah oui. Ouais. On espère que ça aura plu à nos... Exactement, à nos auditeurs. Qui les écoutent. Ouais. Exactement. Auditeurs, auditrices, tout à fait. Et toi, Julien, pour moi, tout va bien. J'ai été encore une fois ravi donc de partager ce moment. Et puis effectivement, là, ça a pas mal été chroniques, recommandations, etc. Faut dire, ça, pour nous, c'est un peu la reprise. Mais encore une fois, on a des idées d'interventions, de personnes, de témoignages, d'interviews peut-être. Et voilà. Donc, on se réjouit de vous retrouver pour des prochains numéros. Exact. Et puis, on espère que la situation sanitaire va pouvoir nous permettre de revenir très vite, dans quelques semaines, voire un mois maximum. Voilà. Donc, restez connectés. Et puis, à très bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Et bonne soirée ou bonne journée selon le moment. De l'écoute. Exactement.
Allez, salut. Ciao. Onde rebelle. Onde rebelle. Onde rebelle. Onde rebelle. Sorry, my French is terrible. Désolé, mon français est mauvais. Onde rebelle.